Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. On vous a parfois comparé à Harry Potter à cause de vos lunettes, ce qui ne vous a jamais empêché de vous intéresser à d'autres vers résolument poétiques que vous avez transformés en chansons. Bonjour Pierre Guénard. Bonjour Jacques Pessis. C'est vrai que les lunettes et les verres, je ne pouvais pas passer à côté. C'est vrai, c'est vrai. Alors, vous faites le premier album solo, vous avez été connu par un groupe qui s'appelait Radio Elvis, Ouais. et vous avez un parcours atypique qu'on va essayer de reconstituer dans les clés d'une vie. C'est le principe de l'émission à travers 4 dates clés avant d'évoquer bien sûr votre nouvel album en solo. Alors, la première date que j'ai trouvée, elle ne vous concerne pas directement, fort heureusement, mais elle est importante dans votre vie. C'est le 15 mai 1940. En 1940 démarre le McDo, premier McDo. C'est aux États-Unis et il y a 25 articles et c'est Richard et Maurice McDonald qui ouvrent ce restaurant qui fait un tabac. Et c'est vrai que McDo, c'est lié à votre vie? Exactement, ouais, j'en parle dans mon premier roman Zéro Gloire. Oui. Ça fait partie de mes petits boulots. C'est-à-dire que vous avez commencé à travailler chez McDo, c'était pas facile. J'ai commencé dans un autre, chez McDo, chez Speedburger. J'étais pompier aussi. Enfin, j'ai fait plein de petits boulots différents. Et McDo, effectivement, j'y bossais la nuit. Ça veut dire respirer les odeurs, servir les clients, tout nettoyer. Ouais, c'est ça. Moi, je faisais surtout la plonge le soir parce que McDo, la nuit, un 24/24, il y a beaucoup de plonges à faire. Oui. Et puis, il y a le drive, le fameux drive, avec le casque sur les oreilles et bonsoir, bienvenue chez McDonald's. Voilà, et ça c'est difficile. C'est une mécanique. C'est pas facile. C'est un peu, je trouve que ça se compare à un travail à la chaîne. C'est un travail un peu aliénant. Qui n'est pas forcément toujours très gratifiant. Voilà. En même temps, on ne peut pas reprocher à McDo de ne pas s'intéresser à la culture, puisqu'ils ont publié en prime des livres de Catherine Pancol, d'Éric Emmanuel Schmitt et d'Alexandre Jardin à plusieurs millions d'exemplaires. C'est vrai. Et vous arriviez à manger du McDo ensuite ? Ah, le pire, c'est que j'étais devenu complètement addict. Et je continue d'y aller de temps en temps, pour le plus grand malheur de ma santé, je crois, mais bon, je peux pas m'en empêcher. C'est tout à votre honneur, Pierre Guénard. Vous avez, je crois, aussi travaillé aux pompes funèbres. Et voilà, en même temps, en parallèle de mon travail chez McDonald's, la nuit, je travaillais chez McDo et le jour, en intérim, aux pompes funèbres. Exactement. C'est quand même très curieux, tout ça. Oui, disons que c'est l'itinéraire d'un jeune garçon qui se cherche. Mais les pompes funèbres, quand même, c'est très dur. C'est moins dur que McDo, Ah bon parce que déjà on a un rôle dans la société, on fait quelque chose qui a une utilité, on est là pour aider les gens finalement, et moi ma vocation première c'était d'être sapeur-pompier au début, j'aimais bien servir et aider les gens, j'aimais bien l'action, j'aimais bien aussi peut-être un peu de voyeurisme là-dedans, j'aime bien voir l'envers du décor, et quand j'étais aux pompes funèbres, bon, ça satisfaisait aussi une curiosité pour la mort, je voulais comprendre ce que c'était et comment ça se passait. Oui, et en même temps il y a des anecdotes surprenantes quelquefois. Je me souviens de Roger Carrel, qu'on connaît bien à travers les dessins animés, et Gérard Hernandez qu'on voit dans Scène de ménage. Un jour, ils vont à l'enterrement d'un comédien, Jean Martinelli, qui était la voix de Nounours. Ouais. Ils arrivent un peu en retard, ils se mettent au fond de la salle, ils se disent, on ne connaît personne. Et au bout de 20 minutes, ils entendent ce vieux Marcel. Il s'était trompé de jour et d'enterrement. Ça arrive, on peut se tromper de soirée aussi, ça arrive souvent ce genre de choses. Alors, il vous passez donc de la tenue du McDo avec le filet sur les cheveux à la cravate avec élastique, Pierre Guénard. Exactement. Je change de costume pour changer de métier c'est ce que je dis dans le roman, selon l'uniforme que je porte, je vends des burgers ou je viens chercher un corps. Voilà. Alors, ce roman Zéro Gloire, vous l'avez écrit l'an dernier, et c'est un roman qui est le roman de votre génération. C'est ça, je voulais parler de ma génération, c'est-à-dire de ceux qui sont nés à la fin des années 80. C'est une génération un peu, à mon sens, zéro, qui n'est ni Internet, parce qu'on a connu avant Internet, on connaît les débuts. On n'est pas, moi je voulais vendre des disques par exemple, j'arrive à la fin des disques. On n'est pas la génération de l'engagement non plus, je crois. À 20 ans, disons qu'on n'avait pas de combat, on ne parlait pas de féminisme, on ne parlait pas de l'environnement. Et c'est plus tard que j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là. Mais moi, ma génération, on était à la fin d'un monde, je crois. Et vous vous rendiez compte que c'était la fin d'un monde ? Je pense, parce que j'étais pas satisfait, et moi je voulais devenir, mon rêve c'était de devenir une rockstar à l'ancienne, oui. Je voulais devenir Jim Morrison, je voulais devenir une vedette, et j'avais l'impression que pour ça il fallait avoir des combats comme la guerre du Vietnam, et moi on me proposait les manifs contre le CPE par exemple, donc c'était un peu décevant. Alors vous êtes né je crois à Laval. C'est ça. Laval, et d'ailleurs, il y a une anecdote sur la guerre. En août 1944, le général Bradley installe son quartier général à Laval, au château du Bois-Gamay, que vous devez connaître. Et c'est à l'aérodrome de Laval qu'il donne l'ordre au général Leclerc de foncer sur Paris. C'est là qu'on a décidé d'aller libérer Paris. D'accord, je ne savais pas. Et j'adore la Seconde Guerre mondiale, j'adore cette période-là, j'adore lire plein de choses dessus. Donc Voilà, justement, dans votre livre, vous parlez du 1er septembre 1939, de 1940. C'est un souvenir de la classe de 3e, je crois.
Oui, je mêle ça avec, je mêle la grande histoire avec l'histoire vraiment toute petite d'un collégien qui est harcelé par ses camarades, mais surtout ses ambitions un peu ridicules, et notamment face au programme d'histoire qui est gigantesque, face à des personnages comme De Gaulle, face à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Il y a Aurélien qui rêve de devenir une star et de passer au JT de 20h. Voilà, et je mêle les dates à ça pour créer un effet humoristique, quoi. Mais en même temps, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale vous intéresse? Ça m'intéresse beaucoup, j'aime cette période parce que je la trouve complexe et je trouve que c'est difficile de juger les gens, de juger les gens qui sont pris dans l'histoire, c'est difficile. Et j'aime bien comprendre cette zone grise qu'il y a autour de tout ça. Et de comprendre les rouages de l'esprit humain surtout, c'est ça qui m'intéresse. Et on a parlé à l'époque de la drôle de guerre en 39. Oui. En fait, on ne le sait pas assez, mais cette expression a été inventée par des anciens de 14 qui estimaient que la guerre avait débuté beaucoup plus lentement que celle de 14 qui avait été sanglante tout de suite. D'accord. Alors, il y a quand même des souvenirs d'école qui pourraient être liés à cette chanson. Dieu est un fumeur de Havane. C'est lui-même. Chanson célèbre de Serge Gainsbourg que vous connaissez sans doute. Ouais, Pierre bien sûr. Canaille. Alors, il a eu l'idée, il était au-dessus des nuages dans un Concorde, et il s'est dit, au-dessus des nuages, est-ce que Dieu est en train de fumer? Et il a pris cette chanson qui est devenue le générique et la chanson de Catherine Deneuve dans le film Je vous aime de Claude Berry. Et c'est vrai que les cigarettes, ça a été aussi, dans l'enfance, une façon de gagner un peu d'argent. Ouais, c'est ça. Je parle vraiment de la campagne de mon enfance, c'est-à-dire où il y avait vraiment pas grand-chose. Et puis où on commence à fumer en cachette, en piquant des clopes, en les revendant aux copains, 50 centimes l'unité, voilà. Et où on vendait même des tafs parfois. On se faisait payer pour pouvoir faire tirer à l'autre sur sa cigarette, quoi. Voilà. On pourrait pas imaginer ça aujourd'hui avec le tabac tu. Je pense que les ados se cachent toujours pour fumer ou pour vapoter au moins. Voilà. Et d'ailleurs, il y a l'expression mégoter qui est née de tout ça. En fait, au 19e siècle, il y avait des gens sans ressources qui trouvaient des mégots dans la rue et qui les fumaient, d'où l'expression mégoter. C'est exactement ce que je faisais. Exactement. Alors, il y a aussi les examens. Vous les avez parfaitement réussi, vos examens au départ. Le brevet et le bac. Oui, ça s'est arrêté là. Oui. Mais c'est vrai que c'était à l'époque, encore une fois, on n'est pas aujourd'hui. On a beaucoup parlé du bac l'année dernière. C'est vrai que le brevet et le bac à cette époque, dans votre génération, c'était encore très important. C'était important, mais déjà, il fallait aller à la fac. Enfin, ou en tout cas, il fallait aller au-delà. Si on voulait, on se disait de faire des études, c'était d'aller au-delà du bac. Le bac, c'était un peu la base, ou alors un bac pro ou quelque chose comme ça. Les filières professionnelles à l'époque étaient très mal vues. Je crois que ça a beaucoup changé en 15 ans, 20 ans, pour le mieux, parce que c'est très beau de travailler de ses mains. Et moi, à l'époque, c'était un peu la honte, alors que je pense que ça m'aurait plus servi qu'un baccalauréat général. C'est-à-dire que vous aviez envie de faire quoi à l'époque ? Moi, je voulais devenir chanteur. Oui. Voilà. Donc, il n'y avait pas spécialement d'études. Je voulais être pompier aussi. Mais maintenant, je regrette de ne pas avoir fait d'études ou je regrette de ne pas avoir appris un métier. Je pense que j'aurais gagné du temps dans plein de domaines à apprendre quelque chose de manière plus rationnelle. Voilà. Oui, mais ce qui est étonnant aussi quand on lit votre livre, Pierre Guénard, c'est qu'on s'aperçoit que le brevet, c'était un événement. C'était fêté, ce qui n'est plus possible aujourd'hui. Ah, vous pensez ? Ah ouais, de moins en moins. Ah ouais. Oui, peut-être parce que c'est un peu dévalué. Enfin, peut-être que maintenant, il faut aller à la fac. C'est vraiment la fac qu'on fait peut-être une licence, un master, je sais pas. Ouais, en tout cas. Et le bac, quand vous l'avez obtenu, votre mère vous a dit, maintenant, faut travailler. Oui, c'est ça. Je l'ai obtenu avec difficulté parce que je l'ai eu au rattrapage. Voilà. Et je crois que j'avais pas les points suffisants. Ils ont fini par me le donner quand même. À l'ancienneté, non ? Oui, ils se sont dit, de toute façon, il restera pas. Donc, autant lui donner. Ça sert à rien de le priver de ça. Puis j'étais sympa. Mais voilà, donc j'ai pas eu spécialement de félicitations parce que c'était pas très mérité. Mais voilà, elle m'a dit maintenant il faut gagner ta croûte. Voilà. Votre mère était secrétaire et votre père transporteur, je crois. Ouais, mon père avait une société de transport et ma mère était la secrétaire de la société. Ouais. Mais rien à voir avec la chanson ? Avec la chanson. C'est-à-dire que vous aviez envie de faire de la chanson ? Oui, j'avais envie de devenir chanteur, peut-être pour m'extraire, peut-être parce que j'avais envie de vivre un grand destin, et c'est ce que je raconte dans le livre, c'est comment à la campagne, quelqu'un se sent un peu plus autorisé que les autres à se rêver un grand destin ou un destin différent. Qu'est-ce qui pousse cette personne-là à rêver d'autre chose, et comment y arriver, ou comment s'extraire de là d'où on vient, et finalement pour plus tard ne vouloir qu'une chose, y revenir. C'est un exemple à suivre parce qu'effectivement vous êtes dans la campagne, vous rêvez de chansons, vous êtes passionné de poésie.
Ouais, mais en fait, je crois que j'ai envie de plein de choses, mais je trouve pas la porte d'entrée. Je trouve pas la porte d'entrée pour les études, je trouve pas la porte d'entrée pour la lecture, je trouve pas la porte d'entrée pour la musique. Finalement, j'achète des CD au supermarché, mais j'ai pas encore accès à la musique plus pointue. J'accède à la musique par Les Enfoirés, ce qui est déjà super à l'époque. Et j'adorais regarder cette émission. Mais j'ai pas accès aux Doors, j'ai pas accès à David Bowie, j'ai pas accès à ces choses-là. Et c'est ça qui me manque à ce moment-là. J'ai envie de découvrir ça. Et la lecture, ça vient par la musique. Par la suite, après les études, pour rattraper le temps perdu, j'ai eu un parcours d'autodidacte en faisant mon école un peu tout seul, quoi. Voilà. Ça s'est arrangé ensuite et on va l'évoquer à travers une autre date, le 15 avril 2015. À tout de suite sur Sud Radio avec Pierre Guénard. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Pierre Guénard. On a évoqué vos débuts, on évoquera tout à l'heure votre premier album solo qui est sorti voici quelques jours. Mais vous avez un parcours de chanteur, c'était votre rêve. Et il y a une date importante, c'est le 15 avril 2015. Ce jour-là, à France 3 Lille, à l'occasion d'un concert que vous donnez avec Radio Elvis à la Péniche, dans le cadre du Festival des Paradis Artificiels, c'est votre première télé et on vous entend chanter ceci. Les Moissons par Radio Elvis. Vous vous souvenez de cette première télé? Je m'en souviens très bien. Je me souviens du tournage. Je me souviens. On s'était bien marré. C'était à Lille. En plus, vous aviez déjà débuté. Ouais. C'est la télé. Alors, je crois que ma première télé, c'était le 6 octobre 2014. Je m'en souviens puisque c'était l'anniversaire de ma maman. Oui. Et c'était pour une émission qui s'appelait Basique. Non, pas Basique. C'était avant. Je me souviens plus. C'est Monte le son. Voilà. Ah, mais elle n'est pas répertoriée celle-là. Non, peut-être pas. Mais je m'en souviens parce que c'était l'anniversaire de ma maman. C'est pour ça. Ouais. Mais sinon, ça fait partie des premières télés, vous avez tout à fait raison. Et c'était une période fabuleuse parce que tout commençait à s'emballer un peu et c'était très excitant. Et le journaliste vous présente comme le groupe rock qui monte sur la scène française. Et ce groupe est né finalement en 2013. Et vous êtes né comment, Radio Elvis, Pierre Guénard? En fait, j'ai commencé moi d'abord en solo pendant 2-3 ans à Paris. J'ai voulu faire un peu comme Brel et venir à Paris pour essayer de faire de la chanson. Et puis petit à petit, j'ai retrouvé un copain de lycée, Colin, qui m'a présenté Manu. Et puis ça s'est lancé comme ça. On a commencé à travailler ensemble. Eux avaient déjà une grosse expérience dans la musique et ils m'ont un peu mis sur les rails. Et pourquoi Radio Elvis? En fait, je suis arrivé à Paris, j'ai été pris dans un atelier artistique en résidence. On m'a dit, bah voilà, si tu veux, tu as accès au lieu. En échange, tu nous donnes un concert par mois gratuitement. Et ils m'ont dit, bah tu commences la semaine prochaine. Et j'avais pas de chanson, j'avais rien. Je fais, oui, bien sûr, avec plaisir. Et donc, je suis rentré chez moi, j'ai pris ma guitare, j'ai travaillé. Les premiers mots qui sont venus, ce sont Radio et Elvis. C'était une chanson et j'ai pris ça pour nom de scène. Voilà. Et il faut savoir qu'Elvis écoutait l'émission de radio de Mississippi Slim. Il l'a rencontré quand il avait 12 ans. Et son frère était justement en classe avec lui et il a appris Mississippi Slim. Il a appris à Presley à jouer des accords de guitare et c'est dans une émission de radio qu'il a fait ses débuts à 12 ans. Ah d'accord, je savais pas. Voilà, Presley a débuté à 12 ans à la radio. Bah ouais. Et puis là, il est resté longtemps après. Voilà. Alors vous, avant Paris, il y a eu Nantes et Poitiers, je crois. Tout à fait, un petit passage par Berlin. Oui, et puis, ça on va en parler aussi. Et puis, ouais. Mais Nantes, c'était au lendemain du bac. Le lendemain du bac, je vais rejoindre des amis à Nantes pour vivre un peu la grande vie. Eux faisaient des études, moi non, j'étais dans des petits boulots justement. C'était une année de fête. Intéressante sur le plan de la vie. Oui. Et après, je suis parti à Poitiers poursuivre mes amis encore une fois. Et pareil, petit boulot, et jusqu'à ce que je décide de changer de ville pour me lancer dans la musique vraiment. Mais pourquoi ne pas faire d'études à ce moment-là ? J'avais pas le chemin, mes parents m'ont pas spécialement... j'ai pas été mis dans cette condition-là, je pense. Et puis franchement, c'était un calvaire pour moi l'école. Donc j'ai arrêté à ce moment-là et j'ai décidé je voulais faire de la musique quoi qu'il en soit. Donc il y avait pas d'études pour ça. Je me suis toujours senti sauvé. Je me suis dit moi ça me concerne pas, je veux faire de la musique. Je me suis toujours dit ça. Et je crois que ceux qui vous ont montré la voie, c'est Zazie, Axel Bauer et David Bowie. Alors j'ai dit ça, ouais, mais il y en a plein d'autres. Il y a les Doors, il y a beaucoup de chansons françaises aussi, parce que quand je suis arrivé à Paris, j'ai commencé à jouer dans une salle un cabaret qui s'appelait le Limonaire. C'est une scène où Nougaro, Bertrand Belin passaient, il y avait plein de gens, il y avait Anne Sylvestre. Donc j'ai eu ce bagage de chansons françaises et puis un bagage aussi beaucoup plus variété. J'ai adoré Zazie, j'adore Zazie. J'ai beaucoup écouté Axel Bauer, effectivement, et toute la variété française des années 90-2000.
Et puis après, justement après le bac ou au moment du bac, j'ai découvert la musique américaine des années 60, 70 qui m'ont passionné, quoi, avec le mouvement hippie, avec le rock et voilà. Mais justement, le Limonaire et quelques autres cabarets qui subsistent, c'était une belle façon d'apprendre son métier sans passer par la case télévision où l'on monte ou on chute tout de suite. C'était génial parce que moi, j'ai toujours admiré Brel artistiquement, en tout cas pour beaucoup de chansons, et j'ai toujours rêvé d'avoir. Il y avait Brel et Bachung, et je voulais vraiment marcher dans leur sillon. Et donc c'est pour ça que j'allais à Paris, c'était pour faire un peu comme Brel, vivre le mythe un peu, et commencer au Limonaire avec cette scène où on jouait sur la taille d'un timbre-poste, avec un piano, un éclairagiste, et vraiment c'était spectacle, un dîner spectacle en fait. Les gens mangent et après on joue, et on était programmé pour 2 soirs d'affilée à chaque fois. On était 3 artistes, on était dans les caves, il y avait un pot de chambre, enfin c'était vraiment à l'ancienne. Il n'y avait pas de toilette, ouais, j'adorais. Et j'ai appris le refus là, j'ai vraiment appris ce que c'est de se prendre un bide. Et c'était génial, ça m'a forgé. Voilà, je suis capable de jouer partout maintenant avec cette expérience-là. Oui, parce qu'en général, le public dîne et vous écoute absolument pas. Alors là, il était à 22h, on n'avait plus le droit de manger, il fallait plus commander, c'était le spectacle. Ouais. Donc c'était très respectueux. En revanche, les gens pouvaient partir. Il m'est beaucoup arrivé que les gens partent. Mais c'était génial parce que j'avais c'était un endroit où on pouvait avoir toutes les audaces. Et donc j'essayais plein de choses, des choses vraiment que j'assumerais pas aujourd'hui. Mais j'ai pu expérimenter plein de choses et comprendre comment fonctionne un public. Voilà. Et puis Jacques Brel a effectivement commencé comme vous. À Bruxelles, il a débuté dans un cabaret qui s'appelait La Rose Noire, sous le nom de Jacques Bérel. Et il avait de son cachet, c'était l'équivalent d'€1 aujourd'hui par soir. Ouais, là, on était payé au chapeau. Et Noël, la patronne du lieu, faisait tourner le chapeau pour nous. Enfin, c'était vraiment très bienveillant. C'est un souvenir mémorable. Et vos premières chansons, vous avez écrites dès l'adolescence ? J'ai commencé même au primaire à écrire des poèmes. C'était quelque chose qui m'a toujours plu. Et après, je me souviens avec un groupe comme Louise Attaque, j'ai commencé à comprendre ce que ça voulait dire une chanson. Et c'est ça qui m'a donné envie de poursuivre et d'écrire avec la musique. L'écriture a toujours été liée à la musique. Oui, et puis en plus, vous avez été, Pierre Guénard, un pionnier du slam avec le spoken word à Poitiers. Après le lycée, c'était en 2007 et c'était la grande époque du slam. Il y avait Grand Corps Malade qui venait de sortir son album et il y avait des scènes slam partout. J'ai fait beaucoup de slam à Nantes et puis après j'ai monté ma propre scène à Poitiers, Spoken Word, avec Colin qui est devenu le batteur de Radio Elvis plus tard. Et c'était aussi un apprentissage ? Exactement, c'était comme pour le Limonaire, comme le cabaret, c'est à mon sens... on pouvait tout faire, c'était libre et même chose, j'apprenais le refus du public ou parfois l'acceptation du public et c'était une grande expérience d'écriture. Parce que finalement le slam, il est né dans la communauté des poètes afro-américains révolutionnaires et c'était une technique de poésie à voix haute avec parfois de la musique mais pas toujours. Ouais, voilà. Moi, c'était vraiment une scène spoken word parce que j'aimais improviser et il y a un disque de Jim Morrison que j'écoutais beaucoup, American Prayer, où il lit ses poèmes sur de la musique. Et j'aimais beaucoup cet exercice parce que ça crée une ambiance tout de suite. C'est ce que faisait Grand Corps Malade. Voilà. Au départ, oui, bien, on crée des poèmes, on les improvise pratiquement. Ouais, il y avait beaucoup de ça. Moi, j'improvisais beaucoup et parfois c'était un peu long. Et alors ? Parfois c'était pas terrible. Mais là aussi, on apprend son travail. Exactement. Moi, j'adore ça. J'adore ce que j'adore dans ce parcours, dans le métier de faire des chansons, c'est qu'on apprend tout le temps et on est toujours à la quête de la chanson parfaite. Elle n'arrive jamais. Et pourtant, mon rêve, moi, c'est d'un jour pouvoir contempler le fruit de mon travail et me dire là c'est bien, là c'est peut-être que c'est bien là, mais pour l'instant je continue de chercher et j'adore ça. Et vous avez parlé de Berlin, Pierre Guénard, et c'est vrai que vous êtes allé à Berlin, pourquoi ? pour suivre une amoureuse qui m'a quitté juste avant que j'arrive, donc je suis arrivé là-bas un peu j'avais quitté ma maison, mon travail et tout, donc c'était un peu raté et c'est vraiment une période où globalement tout était un peu raté de mon côté et c'est pour ça que c'est ce que je raconte dans le livre, c'est le côté j'étais un peu mon propre anti-héros et à Berlin c'était un peu la mode en 2009 d'aller à Berlin, il y avait les squats, il y avait les lieux underground et je voulais aller là-bas parce que pareil il y avait Nick Cave, il y avait Bowie, il y avait toute cette imagerie que j'avais en tête, il y avait une grosse culture musicale que j'aimais beaucoup et je voulais aller voir. Voilà. Et d'ailleurs, une chanson de David Bowie est liée à un quartier de Berlin.
Neukölln, ça vous dit quelque chose, je pense? Neukölln, ouais, j'ai vécu là-bas même, j'ai eu un appartement là-bas. Voilà, c'est un quartier de Berlin où il y a 160 nationalités différentes. Et David Bowie y a passé 3 ans. Il a enregistré 3 albums. En fait, il avait quitté Los Angeles pour se défaire de ses addictions. Et il avait une fascination pour l'écrivain britannique Christopher Isherwood, qui avait écrit Auteur d'adieu, qui était l'auteur de Adieu à Berlin. D'accord. Okay. Et c'est comme ça qu'il a découvert Berlin. Alors vous, ça a été aussi la fête à Berlin? C'était un Berlin joyeux. C'était l'expérience de la solitude qui m'a beaucoup appris. J'étais vraiment très seul. Je passais vraiment mes journées seul. J'allais à Tempelhof, qui est devenu un parc maintenant, mais qui à l'époque était encore l'aéroport, l'ancien aéroport d'Hitler. Et je tournais beaucoup autour de cet aéroport parce que c'était grande étendue vide. Et puis j'apprenais à faire de la guitare. J'essayais d'écrire des chansons. J'ai essayé d'écrire un livre, voilà, j'étais dans la recherche. Et en même temps, vos idoles en écriture, vos inspirations, je crois, Pierre Guénard, c'était Antoine de Saint-Exupéry et Jack London. Ouais, et voilà, en fait, j'ai commencé à lire à Berlin en 2009. J'ai découvert la lecture avec Voyage au bout de la nuit, avec des livres comme ça. J'ai essayé de lire aussi beaucoup Dostoïevski. Et puis par la suite, en arrivant à Paris, j'ai vraiment découvert Saint-Exupéry. Je me suis découvert une passion pour l'aviation, pour Saint-Exupéry, pour le dépassement de soi, pour la camaraderie qu'il décrit, et puis pour l'humanisme de Saint-Exupéry, pour sa langue aussi que j'aime beaucoup. Et ça m'a inspiré tout le premier album de Radio Elvis. Et j'ai lu beaucoup de littérature de voyage à travers Jack London, et puis à travers aussi des livres un peu plus anciens sur des naufrages maritimes portugais du XVIe siècle, des choses comme ça qui m'inspiraient beaucoup. En tout cas, Saint-Exupéry vous a permis ensuite de vous envoler, de voler de vos propres ailes, et on va en parler avec une autre date importante dans votre vie, le 10 février 2017. A tout de suite sur Sud Radio avec Pierre Guénard. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Pierre Guénard. On a parlé de vos débuts, des débuts de Radio Elvis. On parlera tout à l'heure de votre premier album solo et de votre tournée actuellement. Et le 10 février 2017, vous n'avez pas oublié ces dates-là, non? Non, ça j'ai pas oublié, non. C'est les victoires de la musique. Oui, les 32e victoires de la musique. Dans l'album Révélation de l'année, il y a cette chanson. Caravansérail, Radio Elvis, et l'album s'intitule Les Conquêtes, et ça vous permet de remporter une victoire face à Claudio Capéo et Amir, je crois. Ouais, c'était, je me souviens vraiment de la bienveillance de Claudio à ce moment-là, qui avait été super avec nous, et c'est un moment merveilleux parce que justement. En fait, bizarrement, je l'ai vécu très bizarrement ce moment-là. J'étais à la fois très heureux et très triste, très mélancolique. Parce que tout d'un coup, je l'avais tellement rêvé, tellement espéré depuis tout petit, ce moment-là, que ça me paraissait irréel. Et puis j'étais très heureux, accompli, et je savais plus quoi faire. Je suis rentré à la maison et j'avais l'impression que c'était fini pour moi. Et ça a été très déstabilisant. J'ai mis beaucoup de semaines à m'en remettre, même plusieurs mois. Parce que je me dis, comme si je n'avais plus d'ambition, oui. Plus d'envie dans la musique. C'était fait, quoi. C'était fait, voilà. Après, c'est revenu, parce qu'en fait, il reste plein de choses à faire. Et puis, j'ai envie d'écrire des chansons, c'est ce que j'aime faire. Mais c'était un moment très fort. Ouais. Oui, mais en même temps, bon, déjà la nomination, ça devait être une surprise pour vous. C'est pas par manque d'humilité, mais je m'étais tellement programmé pour ça que non, en fait, j'étais sûr qu'on allait la gagner en plus. Et justement, quand vous avez entendu votre nom, vous êtes levé, oui, et vous êtes allé sur la scène. J'avais pris le pari avec les gars juste avant. J'avais dit, je suis sûr que c'est nous qui gagnons. Oui. J'en suis persuadé. C'est pas possible autrement. Je sais pas. Je m'étais dit ça. Mais vraiment, c'était pas par manque d'humilité. C'est parce que je sais pas. J'avais l'impression que c'était le moment. Et j'avais envie que ce soit là. Et bon, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais ça arrive à ce moment-là, donc j'ai pas été surpris. Et c'est pour ça que tout était déstabilisant, parce que finalement je le vis. Et je pense que je l'ai pas vécu pleinement aussi, parce que j'ai tellement regardé les victoires de la musique avant que je me suis inspiré des discours que j'avais déjà entendus pour faire mon propre discours. Et c'était pas vraiment moi. Je savais pas comment vivre les choses simplement, en fait. Un discours très particulier, je crois. Ouais. Je suis pas très fier. Vous avez parlé, je crois, de Vincent Delerme à un moment. Oui. Et des femmes. Ouais, alors ça j'en suis évidemment content d'avoir. J'ai rendu hommage à nos chéris. Et puis Vincent Delerme, qui était notre parrain. Et sur son album, il avait une chanson que j'adorais, que j'adore toujours, qui s'appelle Je ne veux pas mourir ce soir, qui est une très belle chanson. Et donc je lui faisais un petit clin d'œil parce que c'était notre parrain pour les victoires. Alors ce moment, c'est très attendu, mais dans cet album, il y avait une particularité, une chose qu'on voit rarement dans les albums, je crois. Pierre Guénard, il y avait une chanson de 13 minutes.
Ouais, ouais, ouais. Et sur scène, elle était bien plus longue encore. Ah bon? Ça s'appelait Au large du Brésil, le continent. Et c'est 2 chansons qui ont fusionné en une seule chanson. Et c'est l'histoire justement, c'est très inspiré de toute la conquête de l'Amérique du Sud et puis la découverte de ce continent, enfin de la redécouverte de ce continent. Et il y a ces mêlées d'exotisme. Et voilà. Et j'étais très inspiré à l'époque par les films d'Herzog, de Aguirre, la colère des dieux, de Fitzcarraldo et tout ça. Et ça m'avait inspiré cette chanson-là, c'est ce que je dis à la fin. Une chanson de 13 minutes, c'est quand même plutôt rare sur scène. Un gros fan des Doors, The End, qui dure 10 minutes, voilà. Envie de... Et sur scène, elle durait plus longtemps parce que vous en rajoutiez? Oui, parce qu'on improvisait musicalement, on étirait certaines parties, elle pouvait faire jusqu'à 17 minutes, ouais, un truc comme ça. Alors, les concerts au départ étaient très prometteurs, Pierre Guénard. Je crois qu'il y a eu la Maroquinerie et la Cigale qui ont été des déclencheurs. Oui, la Maroquinerie, ça fait partie des premières salles parisiennes. J'adore cette salle parce que je trouve qu'elle a vraiment une âme. Il se passe quelque chose à chaque fois dans ce lieu. C'est petit, c'est à taille humaine. C'est ce que j'aime. Et puis la Cigale, c'est mythique. Moi, j'étais ouvreur à la Cigale en plus. Je m'étais fixé en fait, je crois que j'ai besoin de connaître les coulisses pour pouvoir me projeter plus tard. Et je me souviens quand j'étais ouvreur à la Cigale, j'allais dans les souterrains. Et puis il y a une petite trappe qui mène à la sortie de scène dans les souterrains, dans les caves. Et moi, à la fin des concerts, j'allais sous cette trappe écouter ce que disaient les musiciens en sortie de scène. Et je me disais, quand ce sera moi, je penserai au mec en train d'écouter en dessous. C'est ce que j'ai fait en jouant à la Cigale. Et c'était un grand moment. Oui, et la Cigale, qui au départ était l'un des cafés-concerts où dansait la Goulue, le quadrille naturaliste, et avant l'ouverture du Moulin Rouge. Exactement, et puis plus tard, la grand-mère de Vincent Delerme a été ouvreuse là-bas. Oui. Et enfin voilà, il s'est passé plein de choses dans cette salle. Alors, les débuts de Radio Elvis, c'était très discret. Je crois que vous avez répété dans un garage au départ, non? C'est ce que vous dites dans votre roman. Alors ça c'est pour alors je raconte les premières les expériences de musique à Poitiers avant de venir à Paris où on répète dans le garage des parents, des voisins ou de son propre garage et puis on embête tout le monde et on se débrouille comme on peut surtout. Et il y a eu le premier tournant, c'est-à-dire le concours Soch Latin Rock Lab. Ouais. Ça, c'est un truc traditionnel qu'on connaît assez peu. Moi, j'arrive pas à le dire. Ah ouais. C'est pas simple. ouais, exactement. C'était une promotion, une super belle promotion. Il y avait Juliette Armanet, il y avait Fesha Taton et Clara Luciani. Donc je m'en souviens très très bien. Et c'était un tremplin assez important à l'époque. C'était parrainé par les Inrocks, donc c'est très important dans la musique. Et puis pour nous, ça a été une belle exposition. Et puis surtout le moyen de jouer, quoi. C'était. Non, mais en plus, beaucoup de groupes ont démarré ainsi et qui sont devenus célèbres. Mais en plus, vous êtes passé du slam au rock, ce qui n'était pas évident. En fait, moi, le slam, ça n'a jamais été un but en soi, parce que j'ai toujours voulu faire de la musique. C'était juste, dans ma tête, ça a toujours été une étape pour apprendre à écrire, pour me mettre le pied à l'étrier, en fait. Donc, et en parallèle, j'ai toujours fait de la musique aussi. Ah. Donc non, ça s'est fait plutôt naturellement. En tout cas, ce concours, vous êtes finaliste en 2014. Ouais. Vous faites aussi d'autres concours, d'autres crochets, parce que finalement, c'est comme ça qu'on apprend son métier et qu'on progresse. Bah ouais, pour nous, c'était, on a fait plein de tremplins et ça a toujours été l'occasion de se faire remarquer par un jury, par quelques médias, parce que souvent c'est partenaire avec plein de médias. Et puis, on a remporté des petites sommes d'argent par-ci par-là qui nous ont permis de rémunérer un attaché presse, de commencer à se professionnaliser en fait. Oui, et c'était difficile au départ parce que personne ne vous connaissait et les médias, vous n'étiez pas ouverts forcément. En fait, ça a été difficile. En fait, je ne peux pas dire que ça a été difficile avec Radio Elvis. Ça a été long avant, mais une fois qu'on a réussi à percer cette petite membrane, on a réussi à passer le pied dans la porte. Ça a déroulé après. Mais le plus dur, c'est de passer le pied dans la porte. Oui, et je crois que votre premier album, vous l'avez réalisé grâce à un financement participatif. Le premier EP, oui. Exactement. Ouais. En fait, c'était en lien avec les Inrocks. Exactement, ouais. Et cet album, c'était juste avant la ruée. Juste avant la ruée, la rage et l'ornement de nos cris, car nos voix ne suffisent pas. Un gros tirage, je crois, 500 exemplaires.
Pour un EP, c'était un bon tirage à l'époque, je crois. Je me souviens plus. Après, on l'a fait plus que ça parce que après on l'avait distribué avec la Fnac et tout, donc c'était. Voilà, mais c'est un titre qui correspondait à votre parcours parce que juste avant La Ruée, c'était juste avant la célébrité. Vous ne le saviez pas. Ouais, oui. Alors je l'avais pas pensé comme ça, mais moi, pareil à l'époque, j'adorais l'histoire des Amérindiens et je voulais parler de la dernière frontière de l'Ouest à travers ça. C'est autre chose. Ouais, c'est autre mais chose. En plus, le financement participatif commençait à naître à l'époque. Exactement. Alors qu'en fait, il a déjà existé au XVIIIe siècle dans le domaine des actions de charité. Ce qu'on ne sait pas de nos jours, ça vient de là. Et ensuite, le premier financement participatif, c'est la Statue de la Liberté. Ah d'accord, aux États-Unis. Alors finalement, vous avez commencé avec des maisons de disques, vous avez envoyé cet album aux maisons de disques, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont répondu au départ. En fait, alors moi tout seul au début, non, personne ne répondait. Et puis quand le groupe s'est formé vraiment avec Colin et Manu, on a commencé à avoir un manager. Et là, après j'ai commencé à avoir pas mal de rendez-vous avec le groupe. On a eu pas mal de rendez-vous. Et c'est finalement avec le FAIR, qui est un dispositif national d'accompagnement pour développer, pour se professionnaliser. On avait eu la chance d'être sélectionné dans ce dispositif et notre parrain est devenu notre directeur artistique chez Pias, voilà. Guillaume Depagne. Et un tournant aussi, c'est le Printemps de Bourges 2015. Exactement, un des souvenirs que je garde, que je chéris. Ouais. Pourquoi ? Parce que déjà, moi, j'y allais pas pour le concours, on y allait pour jouer. Et on savait qu'il y avait le concours, évidemment, mais je m'étais pas dit qu'on allait forcément remporter le prix avec la Strain. Et puis en plus, c'est Mathias Malzieu qui nous a remis le prix et j'étais hyper ému parce qu'en plus c'est les débuts. Alors il y a toute une période où on rencontre les gens qu'on a beaucoup écoutés et ça, je trouve que c'est une des grandes chances quand on a la chance de faire ce métier-là, c'est qu'en plus on peut rencontrer ses idoles et les gens qu'on a aimé écouter et ça j'ai adoré ce moment-là pour rencontrer Mathias Malzieu. J'étais très heureux. Il y avait aussi Juliette Gréco qui faisait ses adieux au Printemps de Bourges, qui commençait cette tournée d'adieu. Et puis, vous avez eu le trophée de prix Inouï, mais vous avez eu d'autres trophées. Il y a eu le coup de cœur Charles Cros. Ouais. Le prix Album Révélation des Indés, et surtout il y a eu au Québec le prix Félix Leclerc, car vous êtes allé au Québec avec Radio Elvis. Ouais, on a beaucoup joué au Québec finalement sur les 6-7 années qui se sont écoulées avec Radio Elvis. On a dû faire une bonne grosse quinzaine de dates. Ouais. Et c'est vrai qu'il y avait Montréal, Québec, Toronto, ils aiment les chansons françaises ou le rock là-bas. Ah ouais, au Québec c'est génial. Et puis je trouve qu'il y a une liberté et c'est un autre ton. C'est pas du tout la même chanson. Et d'ailleurs, nous, ils disaient, vous êtes très français. C'est très, très français ce que vous faites parce que c'est toujours très cérébral. Vous vous prenez beaucoup la tête quand même. Et ça nous faisait rire. Et j'aime bien ces rencontres-là. Et puis, je trouve qu'avec Radio Elvis, nous, on écoutait beaucoup de musique canadienne. Donc, on adorait aller à Montréal. On était des fans d'Arcade Fire. On était, de plein de musique canadienne. Et donc, c'est toujours un plaisir d'y aller. Et ensuite, il y a eu un deuxième album avec cette chanson. Alors j'ai regardé les critiques de l'époque, Pierre Guénard, on parle d'un album coup de poing pour Radio Elvis avec cette chanson. Je sais pas si c'est coup de poing, mais en tout cas, je sais qu'on avait tendance à vouloir les choses. On pensait les albums comme des petites boules de nerfs un peu. On aimait bien qu'il y ait une unité et que ce soit. On voulait que ce soit souvent efficace, en tout cas que ce soit percutant. Donc oui, ça va avec coup de poing. Ouais. Alors ça a marché, ça a très bien marché, à tel point que vous annoncez un troisième album qu'on attend toujours. Alors là, c'est de ma faute. On avait commencé à composer le troisième disque et puis en parallèle, j'avais commencé l'écriture de mon roman. Et puis j'ai ressenti le besoin d'écrire des chansons un peu différentes, notamment en lien avec cette chanson, avec ces garçons-là dont vous avez passé un extrait, où je commence vraiment à raconter des histoires, à me livrer un peu plus, à être un peu plus sans filtre, à dire je aussi, et à être moins dans la métaphore. Et puis ces chansons-là, j'ai eu envie de les dire en mon nom, de les dire seul. Et donc j'ai décidé de faire ce pas de côté et de demander aux garçons de dire moi je vais faire mon album, on se retrouve plus tard. Voilà. Et une date importante justement pour cet album, c'est sa sortie le 6 octobre 2023.
À tout de suite sur Sud Radio avec Pierre Guénard. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Pierre Guénard. Donc on a évoqué vos débuts en province, votre roman, le succès des 2 albums de Radio Elvis avec ce trophée des victoires de la musique. Et puis comme vous l'avez dit il y a quelques instants, vous décidez de faire carrière tout seul. Et le 6 octobre 2023 est sorti ce premier album solo qui représente, je crois, 2 ans de travail. Ouais, ça s'est étalé sur 2-3 ans même, entre l'écriture, la réflexion et puis l'envie, le temps que ça naisse. Après, il y a eu le Covid, il y a eu, moi, je suis devenu papa aussi. Oui. Tout ça a fait que oui, j'ai eu envie de chanter tout seul. Ça s'est étalé sur le temps. Il a fallu aussi rencontrer de nouvelles personnes, recréer une équipe autour de ces chansons-là, trouver les bonnes personnes, les bons musiciens. Et tout ça, c'est très long parce que c'est de l'humain et voilà. Et parfois, on n'est pas en phase. Parfois, voilà. Donc, c'est un peu long. Et puis, ça s'est fait petit à petit. Et j'en suis très, très heureux parce que j'ai rencontré des gens formidables sur toute la composition de ce disque, sur la réalisation aussi. Et puis je suis très, très heureux de la sortie. C'est du bonheur. Et aussi parce qu'avec le roman, avec la sortie du roman il y a 1 an, quasiment, c'était vraiment 1 an pile avant la sortie du disque, j'ai appris à vivre les choses un peu différemment, à oublier que c'est un métier et juste à me dire, bon, garde le positif à chaque fois et sois heureux de ce qui t'arrive, point. Arrête de penser tout le temps à oui mais alors après comment ça va se passer, machin. Je suis hyper impatient, c'est mon plus gros défaut et j'essaye de prendre les choses de manière sereine et avec joie maintenant. Voilà. Et résultat, un album avec une première chanson, Je n'ai plus peur de danser. Depuis qu'elle m'a touché, je n'ai plus peur de danser. Je n'ai plus peur de danser. Le regard est très important dans cette chanson parce que vous regardez les autres, on vous regarde de manière différente à travers ce titre. Ouais, c'est vraiment l'idée de comment on apprend à s'assumer à travers le regard de quelqu'un qui vous aime. Et moi, ça m'a changé la vie de rencontrer la femme avec qui je partage ma vie parce que j'ai appris à me laisser aller, à tomber un peu le masque en fait. Et puis c'est peut-être aussi pour ça que j'ai voulu chanter tout seul. J'ai voulu essayer de penser par moi-même et vraiment faire les choses par moi-même. En tout cas, de décider et d'être au plus proche de ce que je suis, de ce que je pense vraiment. Et en groupe, fatalement, par mimétisme, on est la moyenne de ceux qui nous entourent. Et là, j'avais envie de faire les choses par moi-même. Mais en même temps, ce masque, vous l'avez porté pendant des années, presque à contre-cœur. Ouais, alors c'était pas non plus un manque de sincérité puisque je le vivais pas du tout comme ça, mais je crois que chanteur c'est forcément un travail un peu autodidacte parce que c'est pas comme être uniquement musicien. C'est un métier, c'est aussi une position d'image, c'est une position où on cherche à représenter quelque chose et on s'inspire beaucoup des gens qu'on aime, de nos influences. Et le plus dur c'est de réussir à s'en détacher, c'est de faire avec ça et de se dire j'aime beaucoup cet artiste, mais je ne suis pas ça. C'est déjà pris, lui. Donc moi, je vais essayer d'être moi-même. Et c'est ça le plus dur. Et c'est tout le travail que j'ai fait avec Radio Elvis. Et je me suis beaucoup cherché. Et là, j'ai l'impression que je commence à comprendre qui je suis et où je veux aller. Mais en même temps, vous prenez un risque. Radio Elvis, ça marchait. Là, vous repartez de zéro, Pierre Guénard. Alors, c'est pas pour vous contredire, mais je crois que c'est pas un risque puisque en fait, j'avais pas le choix. Ah d'accord. Parce que ça aurait été mentir que de rester avec Radio Elvis à ce moment-là. Et là, j'avais envie ça aurait pas été sincère. Et je crois que dans la musique, il faut être sincère. Si on l'est pas, ça marche pas. Mais c'est quand même un cheminement assez long pour en arriver là. Ben, c'est très long, c'est très lent. Je crois que de toute façon, la musique, je crois que c'est un peu l'éloge de la lenteur, mais le travail artistique en général. Mais non, toutes les étapes de la vie sont un peu l'éloge de la lenteur. Il faut savoir poser les pierres là où il faut, et puis après, il faut attendre et laisser faire le temps, je crois. Effectivement, vous avez laissé le temps justement à cet album de sortir, puisqu'il y a eu cette chanson « Je n'ai plus peur de danser » qu'on écoute aujourd'hui, mais il y en a eu une autre juste avant, c'est Harry de danser. Sans te vouloir du mal, tue-les tous, tue-les tous, montre-leur qui tu es, Harry, tue-les tous, Alors Harry Potter, les lunettes, ça, on vous en a parlé 150 000 fois. oui, justement,
plutôt que de fuir ce que je suis tout le temps en voulant me montrer plus méchant ou plus charismatique que je ne suis, je me suis dit, en fait, tu vas assumer d'avoir des lunettes, de ressembler à Harry Potter, c'est pas très grave. Et puis, j'ai décidé de me laisser aller, d'arrêter de faire en fonction du regard des gens. Et c'est ce que dit un peu cette chanson-là, et d'arrêter de vouloir être le chanteur que je ne suis pas. Oui, mais en même temps, Harry Potter, il n'y a pas de déshonneur à être Harry Potter. Mais pas du tout, c'est pour ça. Non, c'est qu'en général, quand on nous renvoie à quelque chose, c'est pas forcément dit toujours avec la plus grande bienveillance, ou forcément on y trouve un côté un peu ridicule à chaque fois, alors que j'ai décidé d'arrêter d'être susceptible en fait. En tout cas, j'ai découvert que pour les tournages des films d'Harry Potter, que vous avez sans doute vu. Pas du tout, j'ai jamais lu Harry Potter non plus. Ah bah écoutez, regardez les films, c'est passionnant. Ouais. Il a utilisé 160 paires de lunettes rondes pour le tournage, puisqu'il évoluait au fil des années. C'est un gros investissement. Alors finalement, cet album et ces chansons, c'est une façon de dire je. Et ça, vous y pensiez depuis bien avant Radio Elvis. Dire je, en fait, je trouve que ça va avec la démarche de ce disque-là. C'est une réflexion autour de l'identité, en fait, de savoir qui je suis. Il y a souvent une différence entre la musique que je veux faire, la musique que je pense faire, la musique que j'écoute et la musique que je fais vraiment. Et il faut se trouver au milieu de tout ça. Et en plus, il faut affirmer quelque chose. Après, j'aime bien cet exercice-là parce que finalement, maintenant, tout ce que je dis n'engage que moi. Oui. Et j'ai moins peur de me tromper, en fait. Parce qu'avant, je me trompais aussi pour les deux autres camarades de Radio Elvis. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que si je disais une bêtise dans une chanson ou si je disais une bêtise en interview, et je parlais quand même au nom du groupe, et là je ne parle qu'en mon nom et je me sens plus léger et je pense que c'est important de se tromper. Donc ne plus avoir peur de se tromper, c'est agréable. Et votre recherche sur vous-même est aussi évoquée dans une autre chanson de cet album, Pierre Guénard, J'ai pas dit oui. J'ai pas dit oui, j'ai pas dit non, je suis né là, c'est sans raison. J'ai pas dit non, j'ai pas dit oui, je suis né là, c'est pas l'envie. Paroles et musique, c'est une vraie mélodie en plus, c'est pas si courant aujourd'hui. Merci. C'est une chanson, ça fait partie des chansons qui sont arrivées en même temps que le roman, donc ça parle de comment on a envie de s'extraire de là d'où on vient. Des choix qu'on a envie de faire parce que j'aurais très bien pu ne pas choisir et plein de gens n'ont pas l'occasion de choisir en fait. C'est ce dont je parle dans le livre et c'est ce dont je parle dans cette chanson aussi. C'est à un certain moment on a l'occasion de pouvoir partir, de pouvoir changer de vie, de s'offrir à soi-même quelque chose d'autre, de s'autoriser à rêver à autre chose et on peut saisir cette chance. Si on la saisit pas à ce moment-là, on peut passer à côté tout le reste de sa vie puisqu'après on est enchaîné par plein d'obligations. Et je voulais parler de ça parce qu'il y a plein de gens qui n'auront jamais l'occasion de faire ça et ça peut parfois être terrible. Oui, mais il faut prendre un risque pour ça, se dire faut y aller. Il faut prendre un risque. Encore une fois, qui peut-être n'en est pas un quand on a la sensation de ne pas avoir le choix. Et puis il y a la poésie qui vous a aidé dans vos jeunes années et qui est toujours importante. Je crois que vous êtes un inconditionnel de Jacques Prévert en particulier. J'aime beaucoup Jacques Prévert. Si on se croise un soir dans d'autres circonstances, je pourrais vous faire une imitation de Jacques Prévert. Ah bon? J'adore l'écouter parler, j'adore sa voix, j'adore Jacques Prévert, j'adore sa naïveté et ce que j'aime chez lui, c'est ce que j'aime dans la musique maintenant. C'est quand c'est à la portée de tout le monde. J'aime l'idée de pas s'extraire du public. J'aime l'idée que ce soit accessible et que ça puisse parler à tout le monde, aux enfants comme aux adultes. Et Jacques Prévert, on a souvent tendance à penser que c'est un poète qu'on étudie à l'école. Oui. Quand on lit Barbara, c'est pas du tout pour les écoliers. Et il y a plein de textes très durs de Prévert, mais dit avec une âme d'enfant, et c'est ce que j'aime chez lui. Oui, et puis il y a les phrases, les dialogues de Prévert. T'as de beaux yeux, tu sais, par exemple. Vous savez qu'au départ, c'était pas t'as de beaux yeux, tu sais. C'était t'as de belles jambes, tu sais. Ouais, et il va sur le tournage et il voit les yeux de Michel Morgan et il change sa phrase. C'est extraordinaire. Je peux comprendre. Et puis il y a Desnos aussi, Robert Desnos, qui est un poète surréaliste que vous appréciez aussi, Pierre Guénard. J'adore Desnos. Je suis pas un spécialiste des deux. C'est simplement, j'ai aimé leur vie. J'ai longtemps rôdé autour de là où habitait Desnos, rue Mazarine, dans le 5e arrondissement, 6e. J'adore son parcours, j'adore sa vie et ce qu'il a représenté, et puis j'aime
exactement la même chose, c'est son âme d'enfant. Chez ces deux personnes-là, il y a cet enfant dans un corps d'adulte qui me touche beaucoup. Et puis, la fin de Desnos est vraiment tragique. C'est aussi pour ça que je me suis détaché de Céline, parce que je crois que c'est un peu à cause de Céline que Desnos a été arrêté. Et déporté. Et puis Jacques Prévert, quand Jacques Prévert parle de Desnos, c'est à pleurer. Et Desnos, il y a aussi la fourmi de 18 mètres qui n'existe pas, qui est dans toutes les écoles. C'est génial. Et d'ailleurs, il parle de déportation, a priori. Et ça lui est venu dans un sommeil surréaliste, comme s'il avait vu ce qui allait lui arriver. Et personne n'était au courant de la déportation à ce moment-là. Je trouve ce poème fabuleux quand on connaît l'histoire. Exactement. Autre chanson de cet album, Attendez-moi. J'arrive, attendez-moi, je prends une photo. J'arrive, attendez-moi, je prends une photo. On vous a attendu, mais vous avez aussi attendu, Pierre Guénard, avant de faire cet album. J'ai attendu, ouais. Dans cette chanson, je voulais parler des traces qu'on laisse ou en réalité qu'on ne laisse pas. C'est ce qui me tient, c'est ce qui traverse toutes mes chansons. Je pense que c'est le temps qui passe, c'est l'envie d'appartenir à quelque chose qui me dépasse aussi, quelque chose de plus grand. Et dans cette chanson, j'aimais bien l'imagerie mexicaine aussi, des morts qui nous attendent, qui font la fête au royaume des morts. Et voilà. Et l'idée, c'est que on va tous se rejoindre un jour. Et l'idée, c'est de prendre la plus belle photo possible. C'est l'ancien employé des pompes funèbres qui s'exprime ainsi. Et puis, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on est confrères, puisqu'une fois par mois en Belgique, vous faites de la radio sur une station qui s'appelle Jam, je crois. Ouais, c'est une station de la RTBF. Alors c'est terminé, c'était l'année dernière, j'ai dû faire 6 ou 7 émissions. Ça va avec mon changement d'écriture, c'est-à-dire que j'ai commencé à écrire beaucoup sur mon téléphone pour être le plus spontané possible. Et puis Bernard Dobelair m'a confié cette émission-là, c'était génial à faire, je la faisais chez moi, vraiment à la main. Et l'idée, c'était que je dévoilais toute l'intimité de mon téléphone pour donner un autoportrait numérique. Donc je lisais, très original. Je lisais mes notes que je prends tous les jours. Je pouvais lire quelques textos. Je décrivais les photos qu'il y avait dans mon téléphone. Et c'était une émission musicale, donc je distillais toute la musique que j'écoutais à ce moment-là. Et donc du coup, c'est un exercice un peu impudique, mais à la fois très poétique que j'ai adoré faire parce que ça m'a permis déjà d'écrire des chansons. Parce qu'il y a des textes dont je me suis servi pour des chansons et c'était un super exercice. Et dans cet album, il y a aussi une chanson évoquant votre famille, La guitare de mon père. Si seulement j'avais pu lire au travers les silences de mon père, je n'aurais pas de regrets, j'étais fier, je voulais tant lui plaire. Si seulement j'avais Chanson pu très lire émouvante. Et la guitare, je crois que votre première guitare était une guitare cassée. C'est la guitare de ma mère. Voilà. Mais j'ai tordu un peu la réalité pour la fiction, mais j'avais très envie de parler du rapport père-fils depuis longtemps. Et notamment du silence qu'un père peut avoir envers son fils. Souvent on se dit pas les choses et c'est dommage. Et ça peut paraître banal à dire, mais moi j'ai très peur d'avoir des regrets, des vrais regrets, j'entends. Et je m'efforce de dire les choses ou de faire en sorte de pas en avoir et de parler aux gens tant qu'ils sont vivants, quoi. Eh ben, vous parlez, vous chantez. Alors, je précise que cet album est sorti, mais que vous allez commencer une tournée. Il y a eu des premières parties avec Zazie. Et Ouais. vous avez tourné, je crois, 25 novembre, le 14 décembre à Châtenay-Malabry, le 18 au Havre et surtout à Paris, le 31 janvier 2024. Au Café de la Danse. Ça, c'est un soir important. Ouais, ça va être un soir. Alors, toutes les dates sont très importantes. La date parisienne a toujours une saveur un peu différente puisque c'est à la maison. Et ouais, c'est une date importante. Je suis en train de réfléchir à des invités, à des choses comme ça. Voilà. Ben, je suis sûr que ce sera un succès et que vous continuerez à défendre la chanson que vous aimez. En tout cas, Merci cet album beaucoup. est sorti. On sera au Café de la Danse et en tournée. Et merci Pierre Guénard et continue comme ça. Merci Jacques, merci beaucoup. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.